Maxence Écart, donc la nature totalitaire de la démocratie moderne. Le professeur Magnard parlait d'idéologie. Pour vous, c'est clair, la principale des idéologies, c'est la démocratie. Et vous dites d'ailleurs, c'est une nouvelle religion. Oui, effectivement. Je crois que quiconque réfléchit un petit peu à ce qu'est la démocratie et à ce qu'est le mondialisme, on va certainement en reparler tout à l'heure, est frappé d'abord par l'aspect idéologique de cette doctrine. Alors qu'est-ce que c'est qu'une idéologie ? C'est un grand mot, idéologie. Bon, il y a eu dans l'histoire des idées plusieurs définitions, mais on a dit que c'était un discours complet, on a dit que c'était un système global d'interprétation. Raymond Aron nous explique que c'est un mélange de propositions de faits, de jugements de valeur. Bon, c'est un peu tout cela. Et chacun d'entre nous a cette perception qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde très différent du monde d'hier et dans lequel il y a des sortes de dogmes et en même temps on perçoit tous une pression de plus en plus forte sur les petits hommes que nous sommes. Bon. Et une pression qui n'est pas complètement physique, mais qui est intellectuelle, qui est culturelle. Alors j'ai essayé de montrer dans mon ouvrage que vous avez cité, là, les fondements philosophiques de la démocratie moderne, que il y avait une logique très forte derrière tout cela. Et pour rebondir sur ce que vient de dire le professeur Magnard, effectivement, l'explication de cette pression, de cette idéologie, est à chercher très profond. Elle est métaphysique. C'est évidemment la question de l'être. C'est évidemment la question de notre vision du monde. Et j'ai essayé de montrer dans mon ouvrage qu'il y avait derrière le grand courant de la philosophie des Lumières, il y avait une constante qui donne une logique, une rationalité au monde moderne dans lequel nous sommes. Et cette constante, quelle est-elle ? Eh bien, c'est la philosophie d'Épicure qui est redécouverte au début du XVe siècle. Alors vous remontez à Épicure. Je remonte à Épicure parce que dit Épicure ? Eh bien, il dit ce que disent tous nos philosophes, beaucoup de nos philosophes contemporains, pas tellement ceux qui sont autour de cette table, mais en dehors de cette table, la plupart des philosophes connus en tout cas, à savoir, le monde s'explique par lui-même. On n'a pas besoin d'aller imaginer un espèce de Dieu personnel qui l'aurait créé, qui lui aurait donné des règles. Non, pas du tout. Le monde est ce qu'il est, il s'explique par lui-même, il est arrivé par hasard. Nous avons aujourd'hui pu constater, paix à son âme, la mort de Stephen Hawking, oui. Et qui est connu comme un grand astrophysicien. Bon, mais quel est le message de Stephen Hawking ? Eh bien, c'est précisément que le cosmos est vide. Enfin, il y a quelques planètes qui se promènent. Et puis, l'homme est perdu dans ce cosmos un peu vide. Vous voyez. Il pose quand même la question des trous noirs. Alors, il explique que 90% de la matière est inconnue, donc bon. Certes, mais bon, on va pas faire de l'astrophysique ce soir. Non. Mais je pense qu'il y a un mouvement très fort de pensée pour dire que le monde s'explique par lui-même. Le premier à avoir dit ça, c'est Épicure. Et c'est pourquoi Épicure est aujourd'hui si prisé. Mais c'est une vision très simpliste de la science. Ah oui, finalement. mais alors moi je ne suis qu'un amateur de philosophie, je parle à côté de mon professeur, et donc je simplifie beaucoup les choses. Non, je veux dire que la vision de la science d'Épicure est très simpliste par rapport aux découvertes du XXe siècle, que ce soit en physique quantique ou que ce soit la physique relativiste, qui est au contraire réenchante petit à petit le monde, alors, il me semble. Vous avez tout à fait raison, mais ça serait l'objet d'une autre émission, je pense. Oui, bien sûr. Épicure est plein de contradictions. Mais aujourd'hui, force est de constater que les grands dogmes de la philosophie épicurienne, l'infini du monde, l'atomisme, le fait que le monde s'explique sans Dieu, sont devenus des dogmes de nos sciences contemporaines. Voyez. Et donc, me direz-vous, nous sommes bien loin de la démocratie, nous sommes bien loin du mondialisme. Pas du tout. Si le monde est en progrès, comme nous l'a affirmé Darwin, si l'homme est quelque part un accident de l'histoire, produit par le hasard, produit par un long processus d'évolution,
Si l'homme continue à évoluer, et il doit le faire dans quel cadre ? Eh bien, dans le cadre d'une vie qui ne se résolve pas à la guerre. Hein, et la grande leçon de Darwin, c'est de dire que les espèces luttent pour survivre. La grande leçon de Hobbes, c'est de dire les hommes sont des loups les uns pour les autres. Et donc, il faut mettre un peu d'ordre là-dedans. C'est le rôle de la loi. C'est le grand message de Kant, de la philosophie des Lumières. Voilà, donc, vous, le Kant, vous en faites l'héritier de mais bien sûr. Mais Kant le dit lui-même dans l'un de ses premiers grands traités, dans le traité du ciel, il dit « On me dira que mon système est très proche du système d'Épicure ». Ça, c'est très peu dit, mais c'est une réalité. Voyez. Et donc, la démocratie est évidemment le régime qui permet au monde de continuer de progresser. Et ça, il est très important de le comprendre. L'état de droit est l'état qui, parce qu'il met une paix temporaire entre des hommes qui sont naturellement en guerre les uns avec les autres, eh bien, l'état de droit est la condition même de la poursuite de ce progrès de l'espèce humaine. Et là, on parle bien donc de métaphysique, vous voyez. Donc la démocratie n'est pas uniquement une question politique, c'est vraiment une question métaphysique. Vous insistez souvent sur les contradictions, à juste titre. Là, vous disiez, finalement, ils disent vouloir la paix universelle, mais de toute façon, leur philosophie conduit à la guerre. Ils sont rationalistes. Moi, j'ai lu des choses extraordinaires dans votre ouvrage sur Kant. Je ne savais même pas qu'il théorisait déjà à son époque des mondes habités. Oui, il y avait des extraterrestres un petit peu partout. Logique. Ça va d'ailleurs complètement dans la logique des maîtres d'Internet aujourd'hui qui veulent nous faire habiter sur Mars. Finalement, il y a une suite logique. Mais évidemment qu'il y a une suite logique. Alors ça, on le dit peu que Kant croyait aux extraterrestres parce que c'est pas très chic. Non, et donc, drôle, en tout cas. Le grand Emmanuel Kant, on dit, mais c'est une grande réalité puisque dans son premier traité, le traité du ciel, il parle donc de toutes les planètes. Il dit toutes les planètes. Parce qu'il faisait de l'astronomie, Kant. Hein. Il a découvert ce qu'on appelle les nébuleuses galactiques, je crois. Voilà, je parle de choses que je connais bien mal. Mais et donc, il disait toutes les planètes sont habitées, et plus elles sont proches du Soleil, et plus elles sont habitées par des brutes, si vous voulez, des êtres pas très évolués, et plus elles sont éloignées du Soleil, et plus les êtres sont évolués. Et donc, disait-il, les terriens regardent les habitants de Vénus comme des singes et les habitants de Saturne sont pour nous, ils sont tous aussi intelligents que Newton. Voyez. Et en même temps, ils relativisent, ils disent la Genèse c'est une fable, les hommes et les singes c'est pas si différent que ça. Absolument. Donc, vous voyez que tout cela a une traduction. J'ai parlé de Darwin, mais il faut bien comprendre que le transformisme a eu des théoriciens bien avant Darwin. Hein, vous avez quelqu'un comme Vanini qui, dès le tout début du XVIIe siècle, explique que les hommes descendent de la semence des guenons et des singes. Vous voyez, vous avez Diderot. Hein, qui, dans le rêve de d'Alembert, nous explique que tout change, il n'y a pas d'espèce stable. Et d'ailleurs, il était favorable à ce que les hommes s'accouplent aux chèvres pour produire une espèce de race de ce qu'il appelle les chèvres-pieds. C'est Diderot qui parle, hein, vous voyez, quelqu'un qu'on enseigne dans tous les collèges. Il explique qu'il faut que les hommes s'accouplent aux chèvres pour produire des chèvres-pieds, parce que ça fera des domestiques très résistants et dociles. Oui, ça, Hitler n'est pas très loin. Hein. C'est quand même des choses terribles de lire ça dans Diderot. Vous voyez. Bon, alors donc dans tout cela, il y a une logique. Alors me direz-vous, oui, mais où est la mondialisation dans tout cela ? Mais tout simplement, la mondialisation, c'est l'état de droit au niveau mondial. Alors peut-être avant d'en arriver là, on peut faire quelques distinctions de base. La mondialisation, c'est d'abord un fait. C'est le fait qu'aujourd'hui, il y ait des choses qui soient mondiales. J'ai devant moi un objet qui s'appelle un iPhone. Eh bien, cet iPhone est un objet mondial puisque on peut l'acheter aussi bien en Chine qu'en Australie, aux États-Unis ou à Paris. Bon, vous avez des entreprises qui sont mondiales. Vous avez même des événements qui sont mondiaux.
Vous voyez, le mondial de football qui va avoir lieu en Russie cet été, c'est un événement mondial. Vous avez même des personnalités qui sont mondiales, puisqu'on parle de stars mondiales. Donc, la mondialisation, c'est d'abord un fait, et c'est un fait qui est rendu possible en raison d'un grand progrès des techniques qui permet d'universaliser les objets, les choses et les gens. Bon, c'est évidemment très différent de ce qu'on appelle le mondialisme. Le mondialisme, c'est la désinence isme laisse à penser qu'il s'agit là d'un système de pensée. Et donc, je reviens sur cette question de l'idéologie dont nous parlions. Là, on parle bien, le mondialisme, c'est le fait que l'on voudrait que tout devienne global, que l'on voudrait que tout devienne mondial, que l'on voudrait, quelque part, gommer les diverses identités. Alors me direz-vous, mais d'où est-ce que cela vient-il, ce mondialisme? Alors vous dites de toute façon que ce mondialisme, cette idéologie, c'est une nouvelle religion, c'est même, d'après eux, la religion des religions, c'est la religion de la foi pure de la raison, écrivez-vous. Alors, mais absolument, parce que le mondialisme, c'est le fait donc de ne pas être attaché à une identité nationale. Hein, c'est pas moi qui ai dit cela, c'est un auteur qui a beaucoup écrit sur le mondialisme, qui s'appelle Pierre de Sénarclins, et qui dit le mondialisme, c'est l'indifférence à tout ce qui peut être national. D'ailleurs, un auditeur nous dit, il va complètement dans votre sens, il dit l'absence de patrie devient un destin mondial. Exactement. Mais alors pourquoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est le pourquoi. Alors, d'où est-ce que ça vient? Autrefois, on appelait ça le cosmopolitisme. Cosmopolitisme et mondialisme, c'est un peu la même chose. Le cosmopolitisme serait l'idéologie sous-jacente au mondialisme, serait la préparation du mondialisme. Et or, le premier des cosmopolites, dit-on, hein, ce sont évidemment des distinctions, c'est le Erasme, le grand Erasme, qui disait « Moi, je suis citoyen du monde ». Ça a été repris, ça a une expression qui a fait Florès. Ah, absolument. Bon, il disait « Je ne suis citoyen d'aucune cité hein ». Et donc, le cosmopolitisme, pendant longtemps, ça a été une coquetterie de riches. Voyez, les grands aristocrates voyageaient beaucoup et profitaient du meilleur de partout parce que tout simplement ils en avaient les moyens. Maintenant on appelle ça le tourisme de masse. Et alors, mais c'est très intéressant et c'est pas du tout un hasard. Ouais. Donc, ce qui était réservé à des gens fortunés autrefois, qui leur permettait d'aller, donc Erasme se baladait dans toute l'Europe, et il était toujours reçu chez des gens qui étaient très bien lotis, et dont il profitait des jardins, et vous voyez tout cela. Bon. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que toutes les maisons d'édition préfèrent des auteurs étrangers? Voyez? Pourquoi est-ce que tous les grands couturiers vont chercher des étoffes dans le monde entier? Pourquoi est-ce que même nous autres pauvres citoyens, on a envie d'aller se promener en Égypte, en Thaïlande, en Amérique latine? Il y a là une logique de consommation, de dire le monde nous appartient. Ça n'est plus une logique d'identité que l'on voudrait cultiver, que l'on voudrait faire fleurir. Non, c'est profiter du meilleur de partout. Alors, quel rapport avec Épicure? Ça, c'est un certain épicurisme. Absolument. Vous voyez, hein, lorsqu'Épicure nous dit que le plaisir est la fin, le principe est la fin de la vie heureuse, il ne dit rien d'autre. Il nous dit ce que nous disent tous nos magazines, en disant, bah, regardez toutes ces produits. Et auxquels on aurait envie de croire, d'ailleurs. Et on aurait envie de croire, mais c'est très plaisant, les belles choses. Le monde est juste merveilleux, la nature est superbe, et tout, on nous dit, on va vous allez devenir maître et possesseur, non seulement de la nature, mais de toutes les civilisations, de toutes les bonnes cuisines, de tout ce qu'il y a de meilleur partout. Il y a cela derrière le cosmopolitisme. Voyez. Et alors, et pour finir, parce que je ne veux pas monopoliser j'ai encore une ou deux questions à vous poser, ce micro, Maxence. Mais continuez. Donc, voyez, ce mondialisme, en fait, passe par un projet
de paix perpétuelle, en fait. Car si le monde est en guerre, vous ne pourrez pas aller passer vos vacances en Thaïlande si il n'y a pas un aéroport pour recevoir votre avion. Bon. Et donc, le projet intimement démocratique, le projet épicurien d'une espèce humaine qui continue à progresser, enfin, c'est pas tout à fait Épicure qui dit cela, mais épicuro-darwinien, de dire les hommes vont continuer à grandir, ils vont profiter de la terre et ils vont continuer à progresser grâce à la structure démocratique, eh bien, cette consommation du monde va passer par la société des nations. Et c'est ce que nous disait Kant, puisque Kant a écrit, vous le savez, un projet de paix perpétuelle où il brosse la figure d'une société des nations, c'est-à-dire d'une constitution entre les États. Et alors, vous voyez bien que quel est le plus important dans tout cela, et je vais peut-être finir là-dessus, le plus important, c'est la démocratie elle-même. Le plus important du mondialisme, c'est la mondialisation elle-même. C'est-à-dire, c'est ce processus, même cette loi, cet état de droit, qui est censé permettre à l'espèce humaine de progresser et de consommer le meilleur du monde. Et donc finalement, le dogme de la démocratie, c'est la démocratie. Oui, on revient à ce qu'est une idéologie, une tautologie et un autoréférentiel. Et c'est pourquoi la démocratie est morale par essence. Et c'est pourquoi elle est totalitaire par essence, comme l'avait bien vu Tocqueville dans La démocratie en Amérique, où il nous met en garde. En tout cas, elle risque de devenir despotique. Eh bien, elle risque de devenir despotique, et on voit bien que partout dans le monde, elle le devient, oui. Partout dans le monde, la démocratie se renforce, elle devient plus forte. Mais pourquoi devient-elle plus forte? Parce que si pour que l'espèce humaine progresse, il faut qu'elle se brasse, s'il faut qu'il y ait des mouvements de population, s'il faut que les atomes s'entrechoquent pour produire du mouvement, qui est l'essence même de l'épicurisme et de cette espèce d'épicurisme sociopolitique qu'est la démocratie. Qui donne d'ailleurs une logique du hasard, mais d'un hasard qui ferait bien les choses. Qui est une logique du hasard, hein. Il y a un culte. Un hasard qui amènerait quand même au progrès par une probabilité. Eh bien, il faut faire se mélanger des choses de plus en plus différentes pour produire des mouvements de plus en plus différents. C'est le discours de tous ceux qui disent, voyez, c'est très bien qu'il y ait des grands mouvements de population, parce que c'est un enrichissement, parce que ça va amener ces populations à une nouvelle étape et à une sorte de progrès. C'est ça le progrès. C'est ce que disait Teilhard de Chardin, le progrès n'est plus biologique, il est désormais social. Oui, mais alors justement, Maxence Eckert, j'aimerais qu'on termine avant de passer à un autre invité sur Teilhard de Chardin et sur ce qui est quand même aussi, semble-t-il, une des origines qui est sous-jacent, d'après vous, à ce grand projet que l'on retrouve avec cette idée de l'homme-dieu, que l'humain se divinise alors que le divin s'humanise. Mais en même temps, moi, quand je vous lis là-dessus... L'expression est de Luc Ferry. Oui, c'est Luc Ferry. Mais je me dis que de la théologie patristique, de ce qui m'en reste, Irénée, saint Irénée, par exemple, dit pas autre chose quand il dit l'homme, Dieu se fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. Mais alors c'est tout à fait vrai, et saint Augustin nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais le monde moderne, je l'ai dit, est épicurien. Et donc, il ne croit pas en Dieu, en fait. Je ne vais pas revenir sur les Giordano Bruno ou tout ça. C'est souvent des questions de vocabulaire. Quand on dit Dieu est l'âme du monde, en fait, c'est une manière de dire qu'il n'y a pas de Dieu hors du monde. Donc, c'est une manière de dire que le monde est Dieu. Une façon de dire, si nous sommes tous Dieu ou Dieu en puissance, il n'y a pas de Dieu du tout. Voilà. Lorsque Luc Ferry nous dit le monde moderne, l'essence du monde moderne, et donc l'essence de l'idéologie des Lumières, qu'on l'appelle démocratie, qu'on l'appelle mondialisme, c'est l'humanisation du divin ou la divinisation de l'humain. Que veut-il dire? Il veut dire simplement que ce que Kant appelait la religion historique, la foi historique, ça c'est un peu de l'histoire ancienne, c'est culturel. Bon, donc Dieu, il est en nous-mêmes. C'est la partie saine de notre bonne volonté, je dirais. Et
On n'a pas cherché un espèce de premier moteur sur lesquels on glosait Aristote ou saint Thomas d'Aquin. Ça, c'est pour les philosophes médiévaux, vous voyez. Donc, Dieu est en nous-mêmes, il faut le retrouver en nous-mêmes, et donc ça, c'est une manière de l'hominiser. Mais si l'homme est la source du progrès du monde, si l'homme est l'avenir du monde, à ce moment-là, l'homme est un dieu. Et Bergson nous dit, l'univers est une machine à faire des dieux. Et donc, nos enfants seront meilleurs que nous demain, et nous avons le devoir de leur donner les moyens de progresser pour devenir plus grand, plus fort. Bon, c'est le thème du transhumanisme bien connu, mais tout cela mènera l'humanité plus loin, vers le point oméga dont parle Teilhard de Chardin. Vous voyez, c'est tout simplement ça. C'est la même idéologie. Je suis l'alpha et l'oméga, oui. Merci beaucoup, Maxence Eckart. On reviendra vers vous tout à l'heure. Alain Pascal, là, vous êtes comme un poisson dans l'eau à entendre cela, je suis sûr. J'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes. Parce que les fondements occultes du monde moderne, de la démocratie, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est là. D'abord, je voudrais dire qu'on a beaucoup parlé de la démocratie, déjà de dire qu'elle n'existe pas, parce que c'est le premier constat que j'ai pu faire, c'est, bon, j'ai été un petit peu assez proche des milieux politiques à une certaine époque, et on se rend compte que tout est décidé avant et ailleurs, donc la démocratie est déjà un prétexte. Et en plus, elle est un échec. C'est-à-dire que le monde moderne, vous savez que la révolution substitue à la tradition chrétienne la philosophie. Donc, et le monde moderne est un échec total. Il devait apporter à l'humanité la paix, la liberté, et il a comme résultat, sur le XXe siècle, c'est moi ce qui m'a poussé à réfléchir sur la philosophie moderne, c'est 200 millions de morts. Donc on assiste avec la démocratie à des tueries comme on n'en a jamais vu avant. Voilà où mène la paix universelle. Voilà où mène la paix universelle, c'est une paix par l'assassinat, et l'assassinat d'innocents. Et on rentre, à mon avis, à ce moment-là, dans ce qu'on va appeler un sacrificiel. C'est-à-dire qu'on retourne à des pratiques qui avaient été abolies par le sacrifice du Fils. Quand Dieu sacrifie le Fils, c'est pour qu'il n'y ait plus de sacrifices humains. Et la Révolution mettant fin au christianisme, parce que c'est ça le fond du drame actuel, c'est l'éradication du christianisme. Si vous voulez, moi, je me suis trouvé bien dans une civilisation qui était celle de l'Occident chrétien. Ça me semble. Et le but de tous nos idéologues d'aujourd'hui, c'est la suppression de l'Occident chrétien. Vous avez parlé des déconstructeurs tout à l'heure, oui, de mai 68, dont bon, je suis en train aussi de travailler sur le sujet parce que je vais sans doute écrire un livre là-dessus. Parce que on est chez des fous. On est chez des fous. On est chez des gens qui veulent nous assassiner. Il faut appeler les choses par leur nom. Le mondialisme ne peut se construire qu'avec la destruction de la civilisation de l'Occident chrétien, que je définirais d'une façon très simple. C'est l'osmose, voire la sanctification du passé païen par le christianisme. Vous avez eu, au cours des siècles, une osmose, notamment sur le plan philosophique, une christianisation de Platon avec saint Augustin, d'Aristote avec saint Thomas. Ce que Yvan Blot appelle l'héno-christianisme. Absolument, pour arriver à une civilisation. Et moi, on m'a souvent reproché de m'adresser aux païens. Je suis chrétien de baptême, et je suis redevenu profondément catholique par l'étude, si vous voulez, par le constat historique et l'étude de la philosophie, pour prendre le contre-pied finalement de la philosophie moderne, et de me dire, mais pourquoi tous ces gens qui ont répandu le mal sur la terre veulent-ils éradiquer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, le catholicisme, la tradition chrétienne? Pourquoi? Eh bien, justement, quand vous avez parlé tout à l'heure de techniques de science et des anciens philosophes, les gauchistes aussi ont eu peur de la science. C'est-à-dire, les gauchistes, dans l'analyse de l'école de Francfort, la science était coupable du fascisme. Et de même, l'Occident était coupable du fascisme. Ce qui est une fausse analyse historique, mais qui sert de prétexte à l'éradication de l'Occident chrétien. Et en fait, on ne doit pas avoir peur de la science en elle-même. La science devrait, si elle était soumise comme avant à la théologie, c'est-à-dire à des valeurs chrétiennes, elle devrait procurer un bonheur pour l'humanité. Mais quelle est aujourd'hui la quête des scientifiques? C'est d'aller trouver une vie dans des planètes très lointaines, on dépense des milliards pour ça, pour démontrer
tenter de démontrer qu'il y a une vie ailleurs, donc que Dieu n'a pas créé l'homme. C'est pour ça qu'on dépense des milliards. Et pendant ce temps-là, la moitié de l'humanité meurt de faim. Mais ça, les gens qui nous dirigent n'en ont rien à faire. Ils considèrent, vous avez parlé du transhumanisme, en dehors des initiés, parce qu'on va les appeler par leur nom, ou d'une classe, une superclasse, une hyperclasse, nous sommes du bétail. Donc nous avons le droit de voter, donc dans la démocratie nous avons le droit de voter, mais nous sommes du bétail. Il n'y a pas d'autre mot. Et nous allons donc, les humains, donc je ne pense pas qu'on aille vers le progrès, puisque en fait toutes ces idéologies étant des inversions de la vérité chrétienne, nous allons au contraire vers une terrible régression. Alors Alain Pascal, il y a un moment, vous faites à un moment donné dans l'histoire des siècles passés. Pour vous, il y a un moment qui est pivot que vous dénoncez, c'est la Renaissance. Et entre autres l'imposture que représente la Renaissance. Oui, alors si vous voulez, moi donc j'ai fait ce constat, d'abord ce constat de l'échec moderne. Et j'ai voulu remonter aux sources. Et les sources, c'est, comme tout à l'heure vous l'avez dit sur le mondialisme est devenu une religion du cosmos. C'est-à-dire une religion d'une terre, d'une planète, qui serait comme une divinité à la place de Dieu. Alors, pourquoi la Renaissance? Parce que on vit sur des mythes. Alors moi, je cherche dans mes livres, je suis remonté aux sources occultes de la philosophie moderne, donc c'est le dernier livre qui vient de paraître. Et j'en ai un qui va sortir très prochainement, qui va s'appeler Le siècle des Rose-Croix, et où je vais démonter. Et c'est toujours dans les éditions aux éditions des Cimes. Hein, donc ce sera dans une deuxième série qui s'appelle La conspiration des philosophes, que j'ai prévu en 4 tomes. Et je remonte aux concepteurs de la démocratie. Parce que quand vous êtes au XVIIe siècle, donc je compare, moi, dans mon futur livre, la philosophie de Descartes, de Spinoza et de Leibniz avec l'ésotérisme des Rose-Croix. Bon, les Rose-Croix, qui sont une secte qui va devenir invisible et qui sont les ancêtres de la franc-maçonnerie. Il faut appeler les choses par leur nom. Et si vous voulez, quand vous voyez ces concepteurs, vous parliez de Locke tout à l'heure. Locke, c'est un calviniste. Et c'est un calviniste qui prolonge les guerres de religion. Spinoza est également extrêmement anti-chrétien. Hobbes, c'est un monstre. Hobbes écrit dans le Léviathan qui est un des noms du diable, parce qu'on va quand même prononcer le mot, il fait l'éloge de Cromwell. Or, qu'est-ce que fait Cromwell en Angleterre? Il massacre les catholiques. Donc nous nous trouvons dans les concepteurs de la démocratie avec des personnes qui veulent massacrer les catholiques. Et donc moi je suis remonté à la source de tout cela. Donc je remonte, en fait, je pense effectivement que la grande rupture c'est la Renaissance, et j'ai écrit donc un livre qui s'appelait La Renaissance, cette imposture, parce que on veut nous faire croire que la Renaissance est un retour de la philosophie grecque, mais pas du tout. La Renaissance est un retour de la gnose, c'est-à-dire de la philosophie hellénistique, c'est-à-dire la philosophie du premier cosmopolitisme. La période hellénistique, c'est l'Empire d'Alexandre, ça commence là, et c'est là que naît l'idée cosmopolite de citoyen du monde. Et ensuite, elle est reprise dans la gnose, et la gnose elle-même est une sotériologie, c'est la connaissance réservée à des initiés, et alors que le christianisme révèle la vérité à tous. Donc vous avez une opposition dès le début entre on va employer un langage des initiés, mais exotérisme, c'est-à-dire vérité révélée à tous, opposé à la connaissance réservée à quelques-uns, et donc le salut réservé à quelques-uns. Donc salut par la connaissance, c'est ça la gnose. Or, dans cette gnose, pardon du terme, mais il y en a une qui est très importante, c'est la gnose hermétique. Je voudrais pas être trop long, mais quand même. Là, c'est pas le problème, c'est que j'aimerais que pour les auditeurs de Radio Courtoisie, ça soit pas ni trop hermétique, ni trop gnostique. Mais justement, c'est le mot hermétique, parce que Erasme, comment on parle s'il vous plaît, définissez vos concepts, Alain Pascal. Mais bien sûr, pardonnez-moi, parce que ça demanderait des longues digressions, bien entendu. Mais vous avez dans ces gnoses, vous avez la gnose hermétique, qui est la création du monde est expliquée par une divinité androgyne. Alors, je vais dire tout de suite aux auditeurs, l'actualité, le mariage pour tous. Donc, c'est dans la symbolique maçonnique, et ça a cette conséquence. Erasme lui-même, donc j'en viens à Erasme, parce que c'est lui, j'ai fait un portrait, je sais pas, au vitriol, si je peux m'exprimer ainsi, d'Erasme. Parce qu'Erasme est vraiment
pardon du terme, un faucheton. Voilà. Alors il a des excuses au départ, mais si vous voulez, il est plus là, donc c'est pas très grave. Mais si vous voulez, il vit au crochet, par exemple, de Thomas More. Il fait publier sans son accord Utopie, que Thomas More avait appelé Nusquana, c'est-à-dire nulle part. Thomas More, en vérité, qui est mort en martyr de la foi, avait envisagé le communisme, mais peut-être comme la pire des solutions. Et il parle d'une île, la fameuse île d'Utopie, et pour lui, c'est l'Amérique. Donc là aussi, vous parliez de vieux philosophes. Moi, il y en a un qui m'avait vraiment passionné et dont on ne parle jamais, c'est Kaiserling, et qui m'avait fait comprendre, donc c'est un philosophe balte du début du XXe siècle, et qui m'avait fait comprendre que l'Amérique était un pays socialiste. Et effectivement, donc si vous voulez, l'Amérique se trouve aussi à l'origine de la révolution, c'est le continent révolutionnaire, c'est le continent de la table rase, parce qu'il n'y a pas de passé, parce qu'il n'y a pas d'identité. Donc Erasme lui-même, en dehors du fait qu'il est derrière la révolution luthérienne, j'ai aussi écrit un livre pour montrer que c'était les humanistes, notamment Van Hutten, qui tiraient les ficelles de la révolution en Allemagne. Mais Erasme, quand je dis qu'il n'est pas bien, c'est-à-dire que par exemple, quand Van Hutten se réfugie, il veut aller à Bâle et Erasme ne le reçoit même pas, alors qu'il a fait la révolution au nom d'Erasme. Quand Thomas More est accusé en Angleterre parce qu'il refuse le divorce d'Henri VIII et il comprend que l'anglicanisme va être une rupture avec Rome, il ne vient pas le défendre, alors qu'il doit toute sa carrière à Thomas More. Et dernier symptôme très simple, c'est que sur son lit de mort, Erasme a refusé les sacrements de l'Église. Alors, vous savez, on peut vivre un peu païennement parfois, mais quand on est au moment de passer, quand on refuse les sacrements de l'Église, c'est que vraiment on est anti-catholique. Alors, il l'a pas dit parce qu'il gardait la pension du pape. Donc, pour garder la pension du pape, il a toujours fait semblant d'être catholique. Mais qu'on ne me dise pas qu'Erasme est catholique. Pourquoi j'insiste sur Erasme ? Parce que le programme d'endoctrinement des étudiants européens s'appelle Erasmus. Ça n'est pas un hasard. Rien n'est hasard. Merci Alain Pascal. Rien n'est hasard, mais il n'y a que du hasard d'après Maxence Écart dans Le Progrès. Maxence Écart. Alors pour rebondir sur ce que disait le professeur Magnard, moi effectivement la démocratie chrétienne est une contradiction, mais et il y a une sorte de substitut religieux, de nature religieuse aux religions traditionnelles par la démocratie. Mais je pense que ça va même encore plus loin que cela. Je pense que la démocratie enrôle les religions à son service. Et quelque part, beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui un peu choqués, frappés par les propos du pape François sur l'immigration. Vous savez que le pape François a appelé tout le monde à ouvrir son cœur et sa maison et ses frontières aux immigrés, notamment d'Afrique, qui représentent des populations en difficulté, ça personne n'en disconvient, et qui franchissent avec beaucoup de péril la Méditerranée pour rejoindre la riche Europe. Et ce qui frappe évidemment les chrétiens, vous savez qu'il y a eu un sondage qui a été publié, je crois, lundi, où on a montré que le pape François est de moins en moins populaire chez les chrétiens et surtout chez les chrétiens qui sont pratiquants. Et alors pourquoi ? Comment expliquer ce paradoxe ? Eh bien précisément parce que les chrétiens pratiquants aujourd'hui, face à une idéologie démocratique qui les broie, en quelque sorte, qui fait disparaître un peu leurs identités, essaient de conserver leur identité et de la transmettre. Nous avons parlé de transmission, de culture, de tout cela, et c'est vrai que ceux qui restent attachés, ceux pour qui religion veut dire quelque chose, eh bien, essaient de transmettre à leurs enfants la notion de la famille, de l'identité, de leur père, de leur culture et tout cela. Et ils sont donc évidemment très très choqués par le fait qu'on puisse dire accueillez tous ces immigrés. Eh bien précisément, je pense que les religions sont enrôlées là au service d'un égalitarisme et d'une idéologie égalitaire
qui devient concrète. Et là, je voudrais aller plus loin. La démocratie a été vendue par les philosophes des Lumières comme étant la philosophie du droit. On a dit, il y a des inégalités de nature, il y a des différences entre les hommes, mais de par le système républicain, de par la démocratie, nous sommes de droit tous égaux. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un passage qui est très intéressant. La démocratie, c'est-à-dire l'égalité de droit, nous mène à une égalité de fait. Et c'est cela le résultat de ces 2 siècles de mondialisation, de mouvement vers la mondialisation. On veut un brassage, une mixité culturelle qui mène à une égalité de fait concrète, qui s'inscrit, j'allais dire, dans la chair. Et donc aujourd'hui, eh bien, des masses africaines paupérisées disent, moi aussi, je veux profiter de la richesse mondiale. Et donc, partager. Vous voyez, partager. Et donc, quelque part, les religions disent, au nom de la charité, ils n'ont pas tort. Partageons. Voyez. Et donc, vous voyez que c'est une étape très différente, très nouvelle du progrès de l'idéologie démocratique. Oui. Alors non, moi c'est Alain Pascal, j'aimerais l'entendre quand même parce que c'était pour lui à l'origine et après Maxence Écart. Alain Pascal. D'abord, c'est très bien de parler de Comenius et c'est effectivement un des personnages centraux du XVIIe siècle parce qu'il est Rose-Croix. Il est le successeur du premier fondateur qui s'appelle Andreas, ça va être dans mon futur livre. Et pour aussi faire référence à ce que vous avez dit, monsieur le professeur Magnard, tout à l'heure, le sous-titre, donc mon prochain livre va s'appeler Le siècle des Rose-Croix, donc c'est toute l'histoire secrète de la philosophie du XVIIe siècle, le rapport des philosophes avec les sociétés secrètes. Et le sous-titre, c'est Pascal contre Descartes. Donc vous voyez, on est exactement dans la même logique. Le cœur au sens pascalien, évidemment pas au sens des psychos d'aujourd'hui, c'est une autre dimension. Et ce qui m'intéresse aussi avec le frère Thierry, c'est ce concept de guerre culturelle. Nous sommes aujourd'hui victimes du gauchisme. Vous savez que Gramsci, le fameux Gramsci, avait fait ce concept de guerre culturelle pour gagner le pouvoir. Nous sommes victimes de la guerre culturelle. Donc moi je mène une contre-guerre, je mène comme une croisade culturelle en défilant les siècles. C'est vrai que j'ai écrit 4 tomes pour suivre. Vous savez que les premiers illuminés sont du temps du Christ. C'est la secte de Simon le magicien qui est le premier gnostique et qui fonde les premiers illuminés. Donc je ne vais pas être long, ne vous inquiétez pas. Non, je vous en prie. Mais il y a un ésotérisme que l'on retrouve dans les Rose-Croix et il y a alors les Rose-Croix sont des illuminés judéo-égyptiens. J'insiste sur le mot égyptien, et il m'a semblé, il n'y a pas longtemps, entendre un homme politique parler devant une pyramide. Donc si vous voulez, il faut remonter aux sources pour savoir exactement pourquoi nous sommes dans cette civilisation. Et dernier mot par rapport au cosmopolitisme, rapport pour monsieur Yvan Blot, il y a individualisme, cosmopolitisme, c'est lié. C'est-à-dire l'individu est ce qu'appelait Plotin au IIIe siècle, l'individuation du tout cosmique. Donc la divinité, c'est l'humanité entière, c'est l'humanité qui devient Dieu, et l'individu est cette parcelle d'humanité. Ésotérisme que l'on retrouve aussi dans l'islam. J'ai aussi écrit un livre sur l'islam, parce que c'est l'islam qui a transmis l'ésotérisme hermétique à l'Occident quand ils ont été traduits au XIIe siècle. Donc voilà, si vous voulez, il faut faire une guerre culturelle, une contre-guerre culturelle, et il faut lire. Et il faut effectivement réapprendre à lire et lire. Alain Pascal, pendant que vous citez vos différents ouvrages, je crois que vous voulez aussi, et c'est peut-être le moment, avant de passer la parole à Maxence Écart, de nous faire part d'une initiative prochaine. Oui. Ben, volontiers. Je peux avoir 5 minutes là-dessus ou pas? Quelques minutes. Quelques minutes. Je vais être le plus bref possible. J'ai réuni dans une signature un certain nombre d'auteurs que j'apprécie particulièrement, et je trouve que dans nos milieux, nous sommes souvent à défendre nos propres livres, mais que nous ne défendons pas toujours ceux des autres. Ça va s'appeler Les Amis d'Alain Pascal. Cette réunion aura lieu le 14 avril, donc le samedi 14 avril, de 15h à 18h, dans les salons de l'hôtel Kergorley Lansdorf, Kergorley, K-E-R-G-O-R-L-A-Y, Lansdorf, L-A-N-D,
DORF, 9 rue de l'Amiral d'Estaing, D''ESTIN, c'est le vrai, Paris 16e, et c'est métro Iéna. Rappelez-nous la date. Le 14 avril, de 15h à 18h. L'entrée est gratuite, et à 17h, nous fonderons, avec un certain nombre d'auteurs, ceux qui voudront y participer, un cercle qui va s'appeler le cercle catholique anti-moderne. Donc catholique, évidemment, de tradition, anti-moderne, pour aller plus loin que anti-moderniste, c'est anti-moderne au sens adversaire de la philosophie moderne. Je suis un anti-moderne. Juste citer quand même les auteurs, on peut ? Allez-y. Bon, très brièvement, parce que ce qui est très intéressant, c'est que ces auteurs, le plus âgé a 50 ans de plus que le plus jeune. Donc, si vous voulez, j'ai réussi à réunir des auteurs de toute génération. Il y a une nouvelle génération. Je crois que c'est très important. Quand j'étais ici avec Beckett, il y a 20 ans, Beckett, je disais, mais vous savez, il y a toujours quelqu'un qui écoute à un moment quelconque Radio de Courtoisie et qui va réfléchir et qui va acheter un livre. Et il y a une nouvelle génération, donc nous n'avons pas fini de lutter. Mais il me semble que Alors, je vais citer les jeunes et les moins jeunes. Dans cette nouvelle génération... Adrien Abosi, j'ai donné par ordre alphabétique. Vous avez des auteurs, est-ce que vous avez des femmes dans cette nouvelle génération ou est-ce que c'est toujours, il n'y a que les hommes qui écrivent? Écoutez, dans ma réunion, il y a des hommes. Les femmes sont les bienvenues, mais pour l'instant, ce sont des hommes. Bon, Adrien Abosi, La France divisée contre elle-même, ce concept génial de révolution de 1944, qui est le retour de la République des Lumières, donc je n'insiste pas, mais c'est vraiment un garçon d'avenir, donc je suis ravi que... Alors, je voudrais aussi remercier mes propres lecteurs, parce que j'ai des lecteurs depuis 20-25 ans, ils sont pas assez nombreux, mais il y en a. Et c'est d'ailleurs, le second, c'est François de Chassey, c'est grâce à lui que j'ai retrouvé un éditeur, donc lui, c'est Les politiques doivent sauver la France, c'est un titre, évidemment, qui fait rêver, et il développe le concept de la remigration, donc je pense que tout le monde l'aura compris. Je peux continuer. Allez-y. C'est très vite. Le docteur Xavier Dor, qui a toute sa vie a lutté pour que les enfants aient le droit de naître. Philippe Gautier, La Toussaint Blanche. Romain Guérin, jeune romancier. Le journal d'Anne France, je prononce bien d'Anne France, c'est tout un programme. Pierre Hillard. Là, il y aura au moins le nom d'une femme. Il y a Anne France, oui. C'est bien. Le père Jean-Dominique. Alors là, j'ai écrit dans une revue qui s'appelle L'Héritage, parce qu'il y a une nouvelle revue qui s'appelle L'Héritage, ce qui correspond tout à fait à ce qu'on disait tout à l'heure. Père Jean-Dominique, qui a écrit un livre admirable sur le scepticisme à travers la philosophie, qui s'appelle Le sourire de Pilate. C'est un chef-d'œuvre. Et Alain Monestier, qui a écrit sur le féminin, la jeunesse du féminin. Moi, j'aime beaucoup les hommes qui parlent du féminin. C'est comme les abbés qui parlent du divorce. L'abbé Pagès, Interroger l'islam, c'est un livre indispensable. Jean de Rouen, jeune philosophe aussi, professeur de philosophie, oui. Apprendre à penser à l'école du réel. Si vous n'avez rien compris aux 4 causes aristotéliciennes, vous pouvez lire le livre, parce que là, vous comprendrez. Yvan Blond, Dominique Tassot, anti-évolutionniste, évidemment. Arnaud Upinski, Macron, le président ventriloque, et Monsieur Karl van der Eycken, qui est un ami et qui est un spécialiste de l'ésotérisme maçonnique, et nous avons ensemble participé à un colloque l'année dernière dont on peut acheter les actes. Voilà, donc je rappelle juste le 14 avril, 9 rue de l'Amiral d'Estaing, de 15h à 18h, et pour un livre acheté, comme c'est amical, c'est les amis d'Alain Pascal, il y aura le droit à un petit coup à boire. Allez, pas trop de promotion financière, mais quand même, ça vous est autorisé. Ce sera pas du Coca-Cola, on espère. Non, des bulles. Et donc, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie, nous sommes donc sur Radio Courtoisie, le livre journal de la résistance française, eh bien que il faut aider votre radio cotisée. On parlait de finances, si je peux dire à ce moment-là un mot sur ce point. Aider votre radio, elle en a absolument besoin, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Maxence Écart, vous vouliez intervenir tout à l'heure. On repart sur un débat, j'espère. Je voulais juste commenter un petit peu ce que disait Yvan Blot et sur lequel a rebondi le frère Thierry, sur la différence des Russes aujourd'hui et de l'Église orthodoxe sur cette question de l'idéologie démocratique, et je crois que cette différence est réelle et sensible et elle est remarquable. Alors comment peut-on l'expliquer ? Eh bien, si j'ose dire, et j'espère que les Russes qui écouteraient cette émission n'y prendraient pas ombrage, parce que il n'y a vraiment pas lieu, mais il me semble que la Russie est beaucoup moins avancée dans l'évolution démocratique des sociétés
que ne le sont les sociétés occidentales autres, si vous voulez. Mais alors avancer, je savais pas qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Idolâtre de la démocratie. Ah, mais je ne crois pas l'être. En tout cas, je ne voudrais pas qu'il y ait. Donc être moins avancé en matière de démocratie, c'est plutôt un bienfait, selon Maxence Écart, non? Oui, plutôt. Oui, car moi, je ne m'en cache pas. Je ne me présente pas comme étant démocrate, mais je crois être un analyste honnête. En tout cas, c'est ce que j'essaie d'être. Et il est très clair que aujourd'hui, la Russie a embrassé la démocratie, se veut un régime démocratique. Vous le disiez, il y a une élection présidentielle qui doit avoir lieu dimanche prochain. Et donc personne aujourd'hui en Russie, en tout cas personne qui compte véritablement dans la classe dirigeante de la Russie, ne dirait qu'elle n'adhère pas à la démocratie. D'ailleurs, regardez ce scandale, on commente l'actualité, mais l'histoire de cet assassinat, la réaction du ministère des Affaires étrangères russe, ça a été de renvoyer aux conventions internationales. Donc d'invoquer le droit face à une réaction du gouvernement anglais qui a été jugée un peu précipitée et en tout cas pas conforme au droit. Donc la Russie... Ce qui est d'ailleurs, si vous me permettez, amusant, c'est que ces anglo-saxons qui disent que systématiquement les Russes interviennent dans leurs élections, depuis une semaine, c'est tout à fait le cas, mais en sens inverse. Voilà. Alors donc je pense que de fait, la Russie est attachée à la démocratie. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Église orthodoxe, enfin c'est un autre débat, mais a un rôle très important dans l'évolution de la société russe. Ah, me direz-vous, mais alors pourquoi est-ce qu'eux ne prônent pas Eh bien, tout simplement parce qu'à mon avis, ils ne vont pas à fond dans l'idéologie démocratique. Ils en sont restés à la définition de la démocratie que nous décrit Aristote dans la Constitution d'Athènes. Oui. Vous voyez ? Et ils n'ont pas vu que la démocratie moderne est substantiellement différente. Pourquoi ? Parce que la constitution démocratique que nous décrit Aristote, c'est une simple forme de gouvernement. J'ai essayé de montrer modestement dans mon petit ouvrage que la question démocratique aujourd'hui, la démocratie moderne, dépasse de beaucoup la question politique et va jusqu'à la question métaphysique. Or, il est évident que l'Église orthodoxe aujourd'hui, lorsqu'elle dit et soutient des hommes politiques russes qui se disent démocrates, ne veut pas adhérer à l'épicurisme. Et donc, elle ne va pas... et donc, on voit bien que c'est ça qui coince entre Poutine et le reste, les Américains et la communauté européenne. C'est que Poutine, lui, défend encore une identité russe, qui soit pas simplement un vouloir vivre collectif. Alors, il se réfère à une dimension historique et religieuse. Je crois que chez les Russes, Yvan Blou pourrait le dire mieux que moi parce qu'il y va souvent. La démocratie n'est pas une démocratie pluraliste à l'occidentale. Voilà. Moi, je parle souvent de dictature démocratique, au sens où, en tout cas, il y a une dictature de la majorité. Quand on est majoritaire, on l'est une fois pour toutes, et après, eh bien, pendant un certain temps. Et quand on est en plus, et ça, c'est le miracle Poutine par rapport aux responsables occidentaux, extrêmement populaire depuis 20 ans maintenant, c'est ça un peu l'exceptionnel. Mais la démocratie à la russe n'a rien à voir avec la démocratie occidentale. Ça, à mon avis, c'est une chose. Deuxième chose, avant de passer la parole à Olivier Piacentini qui voulait intervenir, et ainsi qu'à frère Thierry, mais d'abord Olivier Piacentini, je crois que par contre, autant en effet le patriarcat Moscou et le patriarcat de la Sainte-Russie n'insistent pas sur la démocratie pluraliste, à contrario, vous le notez dans votre ouvrage, à contrario, le Vatican, qui lui en a fait un élément précisément, fort. Et ce que je considère moi et que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y a eu une rupture au Vatican, une rupture qui est bien connue, qui est celle de Vatican II. Et Vatican II, c'est en tout cas une thèse que je défends, est pétrie de philosophie kantienne et qui s'est arrivé dans l'Église catholique par l'intermédiaire des théologiens protestants qui ont été lus par les théologiens modernistes d'entre-deux-guerres. Et donc, quelque
part, la notion de dignité humaine qui est défendue à Vatican II, et c'est la notion kantienne de dignité humaine. Et il y a là une rupture, et je pense que la défense de l'idéologie démocratique est postérieure à Vatican II. Donc ça, c'est une autre analyse, mais ça explique sans doute, si vous voulez, les positions du pape François sur l'immigration. Non, pas. Moi, j'aimerais qu'on reste sur. Faisons un débat, écoutons-nous les uns les autres. Je dirais que c'est très intéressant ce que vous dites parce que il y a quand même. Alors, Steve Bannon était à Lille samedi au congrès du Front National et il dit l'histoire va nous donner raison. Nous sommes dans le sens de l'histoire et s'il y a des à-coups, néanmoins, la logique qui a fait le Brexit en Grande-Bretagne, qui a fait l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Italie, par exemple, aussi. Il y a ce retour des identités. Ce mondialisme semble en danger. Est-ce que ça vous adhérez à cet espoir, au moins c'est pas une position de principe, mais au moins cet espoir, Maxence Séquard. Moi, je pense que on ne peut pas ignorer, si vous voulez, il y ait des mouvements qui inquiètent d'ailleurs terriblement les mondialistes patentés, les idéologues, je dirais. Et souvenez-vous des élections présidentielles françaises, c'était il n'y a pas si longtemps, où l'ensemble des institutions européennes, enfin des gouvernants et des hauts fonctionnaires, étaient terriblement inquiets de ce qui aurait pu se passer en France. Et précisément, vous venez de le citer, après ce Brexit, après Trump, qui a été considéré comme David Crockett, quelqu'un de pas sérieux, si vous voulez. Et puis aujourd'hui, on nous dit c'est quand même quelqu'un de puissant, il est en train de mettre au pas un peu tout le monde, la Corée du Nord, tout ça, très très sérieux. Et puis son ancien maître à penser qui vient faire la leçon au Front National à Lille. Donc, je sais pas s'il vient faire la leçon. Je ne sais pas, non, mais faire la leçon, comme un encouragement. Non, mais un encouragement. C'est pas un jugement de valeur. Il vient remonter le moral. Il vient participer. Je pense qu'ils en avaient bien besoin, ces pauvres militants du Front National. Donc en Italie, où toutes les élections présidentielles ont eu lieu sur la question sociétale des flux migratoires, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc vous citiez la Hongrie, vous citiez la Pologne, qui refuse la politique européenne. Alors, faut-il dire que quelque part la mondialisation est en danger, donc on reparle de mettre des frontières. On disait le mondialisme est en danger, on reparle de mettre des droits de douane, tout ça, et en fait, est-ce que le système se lézarde? Question. Alors, je pense que de fait, contra factum non fit argumentum, disaient les scolastiques, contre les faits, on peut pas arguer. Donc, il y a des lézardes qui apparaissent. C'est incontestable. Pour autant, je pense qu'il n'y a pas véritablement aujourd'hui d'alternative à la démocratie et au mondialisme. Moi, je ne la vois pas. Ou plutôt, je la vois. Mais je sais que personne n'en veut. Car quelle est la seule alternative à la démocratie et au mondialisme? Je vous sens venir, là. Mais c'est évidemment le christianisme. C'est le retour au christianisme. C'est le retour à des identités fondées sur ce qu'on appelle une loi naturelle. Mais la loi naturelle, mais personne n'en veut. Marine Le Pen refuse de l'inscrire dans son programme. Vous voyez? Donc, personne ne veut de la loi naturelle. Alors peut-être que le président Poutine le citerait, la loi naturelle. Mais donc, aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des lézards. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de terrible. Ah, excusez-moi, je vais vous dire quelque chose de terrible. Mais l'ordre de la nature, c'est pas uniquement un concept philosophique. Le problème, c'est que ça existe. C'est que la nature, elle existe. Les identités, ce sont des réalités naturelles. On peut pas les supprimer même avec des lois. Alors on peut les gommer, on peut les mélanger, on peut tout ça, mais c'est compliqué de supprimer les nations. Vous voyez, regardez l'Irlande.
les Anglais se sont cassés les dents à vouloir fondre la nation irlandaise dans le Royaume-Uni. Et regardez, alors je ne sais pas si la Catalogne est une nation, mais je veux dire, les identités ressurgissent après des siècles. Or aujourd'hui, donc... Vous le dites vous-même, alors, vous voyez bien. Mais bien sûr. Parce que c'est pas nouveau que le monde soit contre le réel, mais le réel finit toujours par se venger, et d'ailleurs par triompher. Mais voilà, mais après quels dégâts Après quel désastre, pour reprendre l'expression si bien commentée. Après quel désastre, retrouver une étoile, et ça peut en être une autre, une nouvelle terre. Alain Pascal, que j'entends pas beaucoup. Mais j'attends que vous me donniez la parole. Mais merci. C'est difficile, vous savez, moi, déjà de l'apprendre. De toute façon, je suis d'accord. Mais non, vous m'avez dit qu'il fallait pas l'apprendre. Mais vous avez dit nazi. Il faut pas dire nazi. Il faut dire national-socialisme. Oui, n'oublions. Pardon, c'est pas pour vous reprendre, mais parce qu'il y a le mot socialisme. Bah oui, bien sûr. Et moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, la révolution, c'est une utopie. C'est une utopie, et l'utopie déchaîne la violence, contrairement à ce que l'on peut croire. Donc, si le mondialisme est l'aboutissement de la révolution, parce que c'est justement le culte du cosmos, le cosmopolitisme, et c'est l'aboutissement de la révolution considérée comme une révolution, c'est-à-dire un retour à avant la religion biblique, à avant Dieu. On retourne à avant. C'est ça le mot révolution. Et la révolution, elle est née dans le sang, elle est une utopie, elle a répandu le sang, mais c'est une parenthèse de l'histoire. C'est la seule fois dans l'histoire où les civilisations traditionnelles qui se sont succédées, les empires se sont succédés, mais c'était des civilisations traditionnelles. Là, c'est une civilisation, si on peut appeler ça une civilisation, parce que c'est de la barbarie, révolutionnaire, révolution avant le christianisme, mais comme elle est utopie et comme elle est source de violence, elle va exploser par la misère. Par la misère. Pourquoi M. Poutine aussi a-t-il tant de succès? Parce qu'il a triplé le niveau de vie des Russes. Et il était nationaliste. Donc nous, ça n'est pas le cas du peuple français, hélas. Voilà. Je reviens à des considérations. Parce que la philosophie sous-tend tous les échecs actuels. Moi, je remonte aux sources. Je veux faire réfléchir sur les sources. Et les sources sont religieuses, et c'est effectivement l'inversion du christianisme. La philosophie moderne est une inversion des valeurs chrétiennes. Bien. J'aurais aimé, en tout cas c'est important de revenir à ces bases, d'ailleurs les auditeurs nous le demandent. Un point peut-être sur lequel on pourrait revenir, je ne sais pas, Maxence Écart ou professeur Magnard, c'est la question du transhumanisme, de même que vous parlez des limites de la philosophie, est-ce qu'il n'y a pas aussi une limite de la bioéthique? Et est-ce que vous croyez que la bioéthique y suffira face à ces avancées de la science aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut en revenir à quelque chose de beaucoup plus ontologique, au sens peut-être chrétien d'ailleurs du terme? La bioéthique, ça va suffire? Messieurs les philosophes, est-ce que vous pensez que vos lumières suffiront à arrêter cette espèce de machine infernale? Alors, avant de laisser la parole à Pierre Magnard, qui est beaucoup plus pertinent que moi sur ce thème, mais je pense que si on réduit l'homme à son corps, si l'homme n'est qu'une machine, on peut peut-être imaginer qu'on améliore un peu la machine, qu'on lui rajoute des piles, qu'on lui rajoute des petites caméras, qu'on lui rajoute des petites prothèses, que cette grande ambition, si vous voulez, qu'ont eu les philosophes, mais depuis toujours, vous voyez, depuis Descartes, Condorcet nous dit qu'un jour peut-être on supprimera la mort. La maîtrise de la nature sera telle qu'on supprimera la mort. Il y en a certains, je les entends, ils disent mais j'ai pas envie de mourir. Mais voilà. Et donc il y a un grand professeur de médecine qui a dit il y a quelques mois, je crois, l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né. Et donc quel acte de foi cette fois-ci envers la religion scientiste. Vous voyez. Alors. Moi, je pense que, en réalité, nos scientifiques, qui méritent tout notre respect et qui, je crois à l'existence des sciences expérimentales, ce qu'on appelle les sciences dures, qui sont évidemment des sources de connaissances qui sont excellentes, qui permettent de faire beaucoup de bien. Mais je pense que nos scientifiques sont aussi frappés d'aveuglement.
il pense tout savoir, tout connaître, tout maîtriser. Et je crois qu'en réalité, il passe à côté de beaucoup de choses de nos vies, de ce que nous sommes. Je ne pense pas, moi, qu'on puisse réduire l'être humain à son corps. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses. Vous le disiez en parlant du cœur, professeur. Et le cœur, ça ne se lit pas dans l'ADN, vous voyez. Ça n'est pas une question chimique. Bon, alors le transhumanisme, si ça veut dire que on vivra un peu plus longtemps, que ceci, cela, peut-être. Encore que, je crois que les dernières statistiques nous disent que l'âge moyen des hommes est en train de se réduire. Et il est en train de se réduire, non pas parce que la science se serait trompée, mais parce que la vie humaine, c'est quelque chose de bien plus complexe que simplement prendre des médicaments. Alain Pascal. Oui, moi je pense que le transhumanisme, c'est la conclusion logique de l'humanisme. Donc je suis un anti-humaniste dans le sens où l'homme a pris la place de Dieu, et en fait les transhumanismes veulent recréer l'homme à la place de Dieu. Ils veulent faire une nouvelle humanité. C'est le but de la révolution, c'était s'accaparer l'humain et refaire une nouvelle humanité. Et ce qui est très intéressant, c'est que on retombe encore dans l'obsession de l'école de Francfort. Bon, je parle un petit peu de l'école de Francfort, pardon, j'ai quand même cité mon livre, Dans la trahison des initiés. Vous pouvez, mais à chaque fois pour les auditeurs, expliquez-nous l'école de Francfort, c'est la base du gauchisme. C'est là où a été conçu le gauchisme. Donc l'utopie totalement. Habermas, etc. Mais c'était aussi vouloir, comme tous les marxistes, Marx lui-même croyait à un état primordial de l'humanité qui était une société matriarcale. Et comme il fallait détruire l'Occident dit masculin pour les gauchistes, pardon si je rentre dans l'ésotérisme, mais il fallait donc que le féminin soit imposé au masculin. Ça a l'air stupide. Mais non, attendez, parce que vous parliez du XIIe siècle. Non, mais c'est pas le problème. Parce que le féminisme est l'ennemi de la femme. Mais c'est ce qui se réalise. Pas tous les féminismes. C'est ce qui réalise sous nos yeux. Moi, je me sens très féministe. Je suis pas du tout l'ennemi des femmes. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous assistons, alors je vais le dire, à une guerre du féminin ésotérique contre notre civilisation. La haine du père. Vous parliez tout à l'heure d'un exemple, mais c'est dans une publicité, dans des films. C'est quotidien. Bien sûr, c'est quotidien. Et si vous voulez, l'homme occidental, et je vais ajouter l'homme blanc occidental, si vous regardez un film policier, il est le coupable. Voilà. Donc si vous voulez, je ne pense pas du tout que l'utilisation de la femme, parce que c'est ça le féminisme, c'est pas du tout un combat pour la femme, parce que je ne pense pas, moi, que l'avortement soit un progrès pour la femme dans la mesure où elle perd la plus belle chose qu'elle puisse faire au monde, c'est enfanter, n'est-ce pas ? Et la Vierge Marie, quand on dit que le christianisme est anti-féminin, il donne pourtant à la Vierge le plus beau rôle, c'est de mettre au monde le Fils de Dieu. On peut pas donner un plus grand rôle à la femme. Méfions-nous du féminin ésotérique. Moi, je pense que aujourd'hui, le pouvoir actuel veut détruire l'Occident en mettant des femmes à la place des hommes. Ça n'améliorera rien puisqu'elles seront formatées, voire initiées dans les mêmes loges pour appeler les choses par leur nom. Et d'un autre côté, je sais plus ce que je voulais dire, mais ça va. Oui. Les francs-maçonneries, vous voyez. Non, oui, ça m'a troublé. Voilà, je m'étonne pas. J'ai retrouvé ma conclusion, c'est tout simplement, une phrase de Lénine qui a dit « Qui tient la femme tient la société ». Point final. C'est vrai. La femme en tant que mère, peut-être, là, en l'occurrence. Qui tient le féminin, qui tient le féminin ésotérique. Une société. Alors là, je ne veux pas rentrer dans des discussions, mais quand je vous parlais tout à l'heure de la tradition hermétique. Non, mais la tradition hermétique, cette androgynie primordiale doit être rétablie. Donc les sexes qui sont différenciés. Non. Oui, attendez, alors là, c'est toute une discussion. Vous lirez Alain Monestier, puisque je fais de la publicité pour les autres. Et au besoin, ce que je peux raconter sur la légende des Rose-Croix dans mon livre sur les sources occultes de la philosophie moderne.
présent. Ah, Alain Oui, Pascal. parce que je défends le féminin, parce qu'il a plusieurs fonctions. Donc, il y a les fonctions naturelles dont on a parlé, qui est la maternité, mais il y a aussi une fonction intellective. C'est-à-dire que dans la concept, vous avez dans l'intuition, par exemple, est féminine. C'est une démarche. Vous avez des démarches intellectuelles qui sont ou masculines ou féminines. Donc, le rôle du féminin est essentiel, soyons bien d'accord. Ce que veulent faire les gauchistes aujourd'hui, c'est lancer les femmes contre les hommes dans notre société pour recréer une nouvelle lutte des classes. C'est ça le problème. Oui, c'est diviser la société. Et la confusion des faire classes. croire aux femmes qu'elles seront plus libres si on leur donne le pouvoir. Elles ne le seront pas. Au contraire. C'est la confusion des genres. Il faut penser Voilà. cette phrase de Simone de Beauvoir. On n'est pas femme, on le devient. Voilà. C'est un choix. Parce que finalement, il y a plus Et grave, c'est donc- il y a- donc- il y a- c'est il y a donc- plus grave, il y a plus grave que la guerre des sexes. Alors, Il y a en Olivier fait, Santini, il y a en oui, fait vous avez- la volonté aujourd'hui, de la même manière qu'on veut indifférencier les nations, indifférencier les religions et même les écraser, il y a l'indifférenciation des sexes qui est promue, où on explique dans des livres scolaires qu'en fait, on n'est pas homme, on le devient, on n'est pas femme, on le devient, c'est simplement... On peut une- choisir. Voilà, Ça, c'est le genre. c'est un remodelage social qui crée le sexe, et les personnes qui doivent dire ça s'y connaissent, apparemment, puisque elles-mêmes veulent remodeler carrément la nature humaine complètement. Donc elles ont l'impression Ah bah c'est que ça, le genre. Les C'est- sexes sont aussi c'est l'idéologie issus d'un contre la remodelage que nature. quelqu'un C'est d'autre la, a fait la avant. négation des différences Voilà. de nature. Et je ne sais Simplement. pas Olivier si vous avez Piassanti. remarqué un détail qui peut paraître anodin, mais depuis quelques années, tout récemment, aujourd'hui, aux États-Unis, et puis je ne sais plus dans quel autre pays j'ai vu, je crois le Canada, on installe maintenant des toilettes pour les transgenres. Ce qui est quand même assez incroyable. Enfin, je veux dire, c'est vraiment incroyable. Enfin, on arrive à un système où en fait on veut, en quelque sorte, donner une estampille légale à cet état de transgenre que je ne connais pas bien. En fait, je ne sais pas en quoi ça consiste. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il correspond parfaitement à toujours l'idéologie mondialiste. Faire des personnes qui n'ont pas de sexe, qui n'ont pas de nation, qui n'ont pas de patrie, qui n'ont rien, qui peuvent être hommes et puis peut-être passer femmes et puis revenir hommes. Non, Et ça, c'est de la c'est- consommation. en c'est fait, et ça, c'est attendez, des attendez, gens attendez. qui choisissent leur nature. Oui. Car c'est ça le sens le Voilà. plus profond, de mon point de vue, de la souveraineté populaire, qui est quand même le cœur de la doctrine démocratique. Bien sûr. C'est le fait, l'homme est souverain dans la mesure où il peut choisir sa propre nature, où il ne la reçoit pas d'un Dieu avec qui lui donnerait des règles, une sorte de mode d'emploi. Vous voyez, aujourd'hui, on doit pouvoir choisir son sexe. Oui, et au nom de l'égalité, eh bien, on doit pouvoir en changer. Au cours de sa vie, au cours de son existence. Voilà. Et le fait d'avoir fait cette opération-là, eh bien, vous ouvre les mêmes droits que ceux qui ont choisi de rester fidèles au sexe qui leur a été donné à l'état civil à leur naissance. Je suis pas persuadé que ça se soit contesté. Disons que, en tout cas, là où vous avez raison, à mon avis, c'est qu'en effet, l'idéologie actuelle est très à cheval sur le transhumanisme. Je crois que Bien sûr. elle s'est jamais autant déchaînée contre Trump que lorsqu'il a voulu interdire les transgenres dans l'armée américaine. Et alors là, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit. Donc il y a un point extrême. Et un point important, c'est que un rôle, Alain par exemple, Pascal. on va parler du rôle du masculin, parce que j'ai parlé du rôle du féminin, mais le masculin, il était guerrier. Donc il y a aussi l'aspect défensif. Si l'Occident est trop féminin, il ne pourra pas se défendre contre une autre, par exemple, une autre civilisation qui serait plus masculine. Je ne vais pas la définir, mais je pense que tout le monde l'a à l'esprit. Ah, oui, ça, c'est sûr. Maxence Ecker, il y a je vais venir vers vous, mais je voulais revenir sur ce qu'avait dit Olivier Piasantini. On a vu aussi dernièrement, et ce par rapport à ce combat actuel, qui non seulement est un combat pour toutes les confusions dont en effet la zoophilie et contre le christianisme, au même moment où le Conseil d'État statuait, ou en tout cas le tribunal administratif ou une cour d'appel administrative, qu'importe, sur la croix de Plouermel, en disant il faut que cette croix n'a pas sa place dans l'espace public. Au même moment, vous aviez au centre Beaubourg, à l'extérieur, sur le parvis, une sculpture, tout ce qu'il y avait de plus zoophile entre un chien et son maître. Et là, cette statue-là ne choquait absolument pas. C'est extraordinaire. Je vous laisse la parole, Maxence Ecker. Eh bien, tout simplement, je redis ce que je disais tout à l'heure sur Diderot.
Diderot donc considérait qu'il fallait que les hommes s'accouplent avec les bêtes. Mais c'est parfaitement. Et aujourd'hui, je citerai c'est pas très correct de dire ça, mais moi je suis j'aime beaucoup les bandes dessinées. Et j'aime beaucoup un auteur qui s'appelle Enki Bilal, qui n'est pas du tout un auteur traditionnel, mais qui a fait plusieurs albums sur ce thème. Vous voyez, du mélange de l'humanité avec les animaux et avec donc la frontière des espèces est en train de sauter, elle est attaquée. Cette frontière des espèces, elle est écrite dans la Genèse, vous voyez. Puisque dans la Genèse, à 7 reprises, on dit Dieu a créé chaque être vivant selon son espèce. Bien sûr. Et donc, c'est cela qui est en cause.